Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and the G, nouvelle émission. Le King, c'est Fernand Lopez. Bonjour Fernand. Bonjour le G, monsieur Guillaume. Exactement. Et donc oui, pour celles et ceux qui l'ignorent, donc Fernand Lopez, ton surnom, donné par tes élèves du MMA Factory, c'est le King. C'est pour ça aussi, tu ne t'es pas autoproclamé King, bien évidemment. Non, non, c'est venu, le premier à m'avoir appelé King, c'était Commandé. Je ne sais pas si vous savez c'est qui Commandé. Et oui, bah t'es Et, toujours au MMA Factory d'ailleurs. ah oui, 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 bien sûr. Commandé, ça ne bouge pas. Voilà. Commandé, bah voilà. Et ensuite, il y a eu, c'est parti comme voilà, comme une mauvaise nouvelle, comme les mauvaises nouvelles vont vite et tout. Et puis, il y a tout le monde qui a pris le pas dessus sur le King. Et pour dire vrai, ça ne m'embête pas en fait. Ça ne m'embête Ah bah ça, bah évidemment, évidemment. Donc on va revenir chaque semaine sur les actus, on va dire, du MMA, mais aussi les coulisses de ce sport, qui c'est vrai reste quand même assez méconnu. Là, on va commencer tambour battant avec l'UFC 257, Conor McGregor, Dustin Poirier. Conor s'est fait terminer par KO au deuxième round. Une défaite qui a été, je dois l'avouer, assez traumatisante pour ma part. Mais est-ce que toi, tu l'avais déjà vu venir, ça, quand même? Non, je craignais qu'il perde. Mhm. Je discutais avec Benjamin. Benjamin Sarfati, le président du MMA Factory, et il me dit la cote, elle est monstrueuse sur Poirier. Est-ce que tu penses que je parie? Tu vois, voilà. Et je lui dis, franchement, ça vaut le coup. Moi, je lui ai marqué en écrit, moi, je pense que c'est du 50-50 sur Mhm. ce combat. Maintenant, je pense que Conor va gagner. Je pensais vraiment que Conor va gagner. Pas parce que Conor est super fort en ce moment, c'est parce que mon côté entrepreneurial, en fait que je pense à l'entreprise du MMA mondialement, la victoire de Poirier, c'est quelque chose de bien pour le sport parce que du coup, les, la chaise musicale retourne et tout est battu, tout recommence à zéro. Mhm. Mais businessment parlant pour le sport, on perd quelque chose parce que les histoires se font vendre. Et l'histoire de Conor, en fait, même si aujourd'hui on est concentré sur le Conor qui est devenu à un moment donné arrogant et tout, c'est une belle histoire. C'était un mec quand même qui était SDF pour de vrai, qui est passé au Cage Warrior, qui a gravi des échelons et qui est arrivé à ces niveaux. Et donc, pour nous, c'était quelque chose de bien de le voir arriver sur la victoire, de le voir arriver au final sur quelque chose de... Ça aurait été une belle victoire. Et Mhm. donc, oui, grosse déception pour moi, même si je suis vraiment content pour Poirier, et c'est que Ouais. très sincèrement, sportivement, Poirier, il n'y a personne qui a charbonné comme lui. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est probablement le combat de Poirier le plus facile Mhm. sur les 6 derniers Exactement. combats. Il a fait des guerres mondiales, des guerres nucléaires. Et là, il affronte le mec qui est censé lui poser plus de problèmes. Et bim, la stratégie gagne. Et c'est là où je kiffe aussi ce game. Parce que moi, je suis un master, moi, je suis sur la stratégie. J'adore la stratégie. Je suis convaincu que de la même manière qu'on dit que le timing bat la vitesse, de Mhm. la même manière qu'on dit que La non, précision bat la la puissance. précision bat voilà, la puissance, bah, de la même manière, je pense que la stratégie bat les mecs forts de manière générale. Mhm. Et là, pour le coup, il a exécuté à la perfection. Il y a eu une interview de Conor où Conor dit, il parle de Thiago Alves. Je ne sais pas si vous vous rappelez Exactement. de ce que c'est Thiago Alves. Thiago Alves, qui était un combattant de l'UFC, que j'adorais d'ailleurs parce qu'il Très avait un grand goût, combattant. voilà, un très grand combattant. Un mot était venu de l'enfer avec des low kicks dévastateurs. Ensuite, il s'est fait opérer du cerveau à un moment donné de la tête. Et puis, il n'est plus jamais revenu le même. Il est aujourd'hui entraîneur Et à la tête. Titi. Et donc, ce mec-là, dès le premier low kick de Poirier, il a dit, c'est bien, ça c'était un beau low kick. Un low kick, Exactement. le kick voilà, du bas. Et quand on dit dans ma tête, j'ai entendu la voix de Poirier, je me suis dit, oh le bâtard, ils vont me niquer ce soir. Parce qu'effectivement, il a senti une douleur qu'il n'avait pas prévue sur Mhm. et le game plan était exécuté à la merveille. Et non, non, voilà, c'est une bibliothèque qui s'écroule. Une bibliothèque pour nous, c'est que pour ceux qui ne le savent pas, qui ne se rendent pas compte de ce qui se passe, c'est que
il y a un changement là qui va bouleverser l'histoire du MMA. C'est que euh, Conor, même s'il recombat, même s'il revient, ne sera plus jamais le même. Il est en chute quand même. Il ne sera plus le même. Son écho ne sera plus la même. Il y aura d'autres personnes qui vont prendre la place. Il y aura des nouvelles personnes qui vont percer. Cependant, on a perdu un mec qui a amené le sport où le sport n'avait jamais été amené. Je ne sais pas si tu es au courant, mais là, les scores des PPV sont sortis. Ouais, 1 million, c'est 1,2 million aux États-Unis et Voilà, 400 000 à l'international. voilà. 1 million Deuxième plus, 600. deuxième plus grosse performance de tous les Deuxième- temps. OK. Ça reste toujours en dessous du 2,4 Contre qu'on a Khabib. déjà eu Ouais. contre Habib sur l'UFC 229. C'est vous dire le niveau démentiel. Et sur les 5 meilleurs PPV mondiaux, Conor y a participé. Ouais. Donc, de manière indéniable et tout, on sait que dans l'entrepreneuriat du sport de combat, dorénavant, on a perdu un leader qui, malgré ses frasques, nous a mené quand même sur une direction où on se faisait connaître. Il y avait de l'expansion, on se faisait connaître. Donc, voilà, j'ai à la fois le plaisir de savoir que les cartes sont rebattues, que les choses avancent, que les choses changent. J'ai la douleur de savoir qu'il y a un game changer qui vient de tomber. Et est-ce que tu penses, toi, bien évidemment, en tant que head coach, quand tu vois ce qui s'est passé pour Connor, que il va pouvoir faire les ajustements, deux, mine de rien, tu vois, il y a peut-être ce côté tout s'effondre, mais d'un point de vue business, la revanche risque d'être énorme quand même aussi. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup qui regardaient pour le retour de Connor. Certes, les gens, tu vois, connaissaient Poirier, mais tu vois, c'est pas non plus un gars qui dépasse son sport. Là, maintenant, il y a l'effet un peu Nate Diaz ou même Habib où tout le monde connaît Dustin Poirier. Et quand il y a la revanche, là, C'est ça qui est intéressant. Parce que tout vient de basculer. ouais. Les gens se disaient, pour avoir un très bon pay-per-view et un bon combat, il nous faut Khabib contre Conor. Aujourd'hui, on vient de voir qu'avec le statut, le piédestal qu'a offert Conor à Poirier, Poirier a pris une telle force que son match de revanche devient tellement légitime. On n'a plus besoin d'aller chercher un Diaz, on n'a plus besoin d'aller chercher un Khabib. Juste Poirier, lui, à tout seul, contre Conor, en troisième match, ça peut devenir quelque chose de monstrueux. C'est une bonne chose. Maintenant, je ne pense pas que Conor va... Je ne suis pas toujours d'accord avec le boss de l'UFC, Dana White, parce que c'est un mec qui est clivant. Il aime bien, il est polarisant. Il aime bien faire des punchlines qui choquent le monde. C'est le fond de commerce. Cependant, des fois, il a des choses que moi je trouve clairvoyantes. Il a dit quelque chose qui est simple, qui est une phrase bateau que tout le monde peut dire, mais quand on ne pense pas jusqu'à quel point c'est dur, c'est difficile. Il a dit, quand tu arrives à Abu Dhabi, avec le niveau, la qualité du bateau qui est arrivé, 95 mètres, 95 voilà, mètres le quand yacht. tu arrives avec un bateau de 95 mètres à Abu Dhabi et que tu te déplaces avec ta famille dans ton avion privé et que tu arrives à l'hôtel avec une Rolls-Royce. Une Rolls-Royce fantôme, sincèrement, c'est très compliqué de se concentrer, d'être méchant et d'être dur dans l'octogone. Tu deviens peaceful, tu deviens gentil, tu deviens correct. Moi, j'apprécie beaucoup le Conor qui est devenu poli, humble. Moi, perso, j'aime beaucoup. Je ne pense pas que ça enlève la rage qu'on peut avoir. OK, je pense il y a quelques combattants qui le font. Je sais que les gens se méprennent sur bon gamin Cyril Gane parce qu'il est gentil. C'est un vrai méchant dans l'octogone. Quand il va déclencher les guerres, on va se rendre compte qu'il est vraiment méchant. Maintenant, Conor peut être capable de faire des grosses guerres sans être méchant, sans être insultant. Donc, moi, je respecte ce Conor qui est devenu conciliant, qui a pensé au business et qui dit une phrase simple en disant une semaine, il vous aime, l'autre semaine, il vous déteste. Tout ce que vous devez faire, c'est être sûr que vous êtes payé chaque semaine. Parce qu'il a compris le game et qu'il comprend que de toutes les façons, les fans, c'est très volatile, c'est très ondoyant, versatile, et qui sait que la seule chose qui dure, qui est pérenne, c'est ton chèque que tu prends, qui est sûr, qui est garanti. Les fans, ce n'est pas garanti. Mais encore une fois de plus, je ne pense pas qu'on peut avoir autant de confort et avoir la gnaque. La grinta, le truc, les Italiens disent la grinta.
il est très difficile d'avoir la grinta quand tu es aussi confortable. Je ne suis pas du tout confortable, moi, à mon petit niveau, mais je te promets, quand je vais m'entraîner là actuellement, aller faire du sport, mais je suis en galère. C'est-à-dire que je, je paye correctement un coach pour qu'il puisse me coacher parce que tout seul, je n'arrive pas à me motiver. Parce que j'ai un bon canapé, j'ai une bonne télé, j'ai un bel ordinateur, je travaille bien de mon ordinateur. Et pourquoi veux-tu que j'aille me casser la tête juste? Voilà. Donc, c'est très laborieux pour moi à mon petit niveau. J'imagine l'échelle de Connor. Enfin, le mec, il est débordé de business, quoi. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de savoir que tu vas aller faire une réunion où tu vas signer un deal de malade en whisky, tu vas signer avec une TV, tu vas signer un machin, que d'aller à la salle d'entraînement? C'est laborieux. Donc, du coup, oui, je pense que ça va être laborieux pour lui de revenir au top niveau. Mais s'il nous offre encore quelques combats, moi, je suis preneur. Ah, mais ouais, mais toi, en tant que, bah, il y a aussi ce côté, tu vois, directeur sportif d'une ligue de MMA, tu as aussi ce côté, bah, justement, gestion de carrière avec le Management Factory. Comment tu fais, bah, on va dire, avec les athlètes potentiels, où tu pourrais, toi, dire à un athlète, bon, écoute, tu as fait 100 millions sur ton dernier combat, maintenant il faut partir, alors que tu as les précédents. Tu vois, Manny Pacquiao, Canelo Alvarez, Floyd Mayweather, ils sont tous plus riches que Conor McGregor. Et même, si je te l'accorde, c'est de la boxe anglaise, bah, ils continuent, tu vois, d'être toujours au top niveau, malgré les années. Donc, Absolument. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que je te dis, c'est que qu'il continue de boxer, ça mhm. me fera plaisir. Ah oui. Si un de mes athlètes devient milliardaire, tant mieux. Je suis content pour lui. Je le lui souhaite. Mais tant que sa santé n'est pas en danger, Ah, il ah oui. continue à combattre, il n'y a pas de souci. Même avec tous les bons coachs du monde, Mhm. quand tu es archi confortable et que tu sais qu'une réunion te vaut euh, une réunion te vaut, je ne sais pas moi, une rentrée d'argent de 10 millions pour une réunion que tu vas faire et que tu vas assister, le sponsor, il va te claquer 10 millions. Enfin, c'est difficile vraiment d'aller prendre des coups et d'aller donner des coups, quoi. Enfin, tu t'es dit, oui, dans le pire des cas, OK, on va faire 1 million de pay-per-view. Si on me donne un point sur chaque million, je fais combien? Bon, ça va. Ça ne change pas trop ma vie. C'est ce Mhm. que j'essaie de te dire. Et du coup, ça change. Enfin, il faut juste que nous, les petites personnes, moi, la petite personne, que je me compare et que je me mette dans les bottes des autres. Ouais. Moi, j'ai commencé à faire des cours particuliers à 70 euros de l'heure. Ensuite, parce que j'étais débordé des clients, je les ai mis à 150 euros de l'heure. Mais même à 150 euros de l'heure, je trouve ça relou d'aller faire les cours particuliers. Je n'aime plus faire les cours particuliers. Mhm. Et pourtant, je prends un terrible plaisir à coacher mes élèves qui sont bien placés gratuitement. Au moment où je les entraîne, tu vois, je prends du plaisir à aller donner un cours collectif gratuitement que d'aller me faire chier à donner un cours particulier à 150 euros, à 200 euros de l'heure. Je rechigne parce que je me dis l'heure où je vais prendre mes 150 ou 200 euros de l'heure, bah, ce qui va se passer, c'est que c'est une heure où je pourrais être sur mon ordinateur et je pourrais valider un partenariat, un deal, quelque chose qui pourrait m'apporter un peu plus. Et donc, du coup, la valeur de l'argent n'a plus la même chose, en fait. Le temps devient beaucoup plus précieux. Et on peut dire ce qu'on veut, il est confortable, Connor. C'est difficile de pas. Voilà quoi. Enfin, il est archi confortable. Mais pour toi, Donc, qu'est-ce qui fait la différence alors entre un Conor et un Canelo Alvarez, tu vois? C'est au niveau de, pour toi, de la gestion du camp d'entraînement, qu'est-ce qui fait qu'un Canelo Alvarez a toujours cette même fin malgré tous les millions? parce que Canelo Alvarez, il n'a pas coupé. C'est ça pour C'est-à-dire que, toi, c'est les pauses en fait? voilà, moi, je pense que ce qui se passe, c'est que les athlètes, il y a deux types d'athlètes. Il y a des athlètes Mhm. qui veulent tout faire d'eux-mêmes. Et donc, ça devient très compliqué d'être un homme d'affaires qui Ouais. a le cerveau dans les affaires. Mhm. Moi, ce que je pense, c'est que des mecs comme Canelo Alvarez, je n'en sais rien. Là, je vais sur des hypothèses. Je ne veux pas raconter des histoires. Je ne suis pas du camp d'entraînement de Canelo Alvarez. Ce que je pense, c'est que ces mecs-là ont un très bon niveau comment dire, de, de déléguer, en fait, des délégations de Complètement. pouvoir. Oui. Et donc, ils délèguent des missions, ils sont libres au niveau du cerveau, et puis il
il y a des athlètes qui sont au taquet et qui veulent tout faire. Il y a des athlètes, la moindre transaction de 10 euros, ils veulent la regarder, ils veulent savoir c'est quoi. Et il y a des athlètes qui te disent, moi, je ne veux même pas savoir. Est-ce que tu peux signer là et tout? Cyril, tu as eu un deal de machin? Ok, je ne veux pas savoir. Vas-y, fais-le. Moi, mon cerveau, c'est pour combattre. Laisse-moi dormir. Hmm. Ces gens d'athlètes ont le cerveau vide qui va bien bosser. Mais encore faut-il trouver quelqu'un de confiance avec lequel on dort tranquillement. Si la personne ne vous parle pas et que vous ne lui faites pas confiance, vous ne pouvez pas aller jusqu'à ce niveau. Et je pense que Conor, il a pris le plaisir d'être un businessman. Ça se voit, la conférence de presse, le drop naming qu'il fait à Poirier, il y a pas, c'est le plus beau cadeau qu'il puisse faire à un adversaire. Lui vendre son pepper machin là et tout, sa sauce, son Sa pepper sauce sauce. piquante, ouais. Mais qui fait ça de nos jours, qui donne une passe comme ça à quelqu'un? C'est incroyable de faire une telle publicité à son adversaire parce qu'il a compris la valeur du business et qui se dit, ça me fait quoi de lui faire du bien? Je n'ai pas de sauce piquante, ce n'est pas un concurrent pour moi sur la sauce piquante. Je lui vends sa sauce piquante, on est tous les deux riches, lui me vend mon popper whisky et on est content. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Le mec, il pense en mode entrepreneurial. Du coup, son cerveau, il est quand même aspiré par ses business. Et les gens ne se rendent pas compte. Les gens parlent du sport des fois comme une passion et ne savent pas qu'on peut être passionné de l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont passionnés de l'entrepreneuriat. Je pense que tu en fais partie. Oui, Des oui, gens qui sont complètement. passionnés de Oui, moi, j'en fais partie. Si aujourd'hui on est assis, toi et moi là, c'est parce qu'on est passionné de l'entrepreneuriat et exactement. qu'on entreprend un nouveau petit projet Mhm. qui pourrait prendre forme sur quelque chose de correct. Voilà. Et donc, je pense que la passion fait que sa passion du MMA, elle est aspirée par la passion du business et qui ne sera plus jamais comme il a été pointu. Parce Mhm. qu'il délègue, certes, il a des gens autour de lui, mais il kiffe le business. Il n'est pas le mec qui ne délègue pas parce qu'il veut contrôler son moindre sou, mais je pense qu'il kiffe être l'homme d'affaires. Il kiffe être même, il s'habille en costard. Vous voyez, il y a des gens qui s'habillent en costard et qui sont mal à l'aise, qui ne savent pas mettre les mains dans les poches. Makono, il est en costard même pour mettre les bandages. Enfin, il est à l'aise en costard. Il vit en costard. Il aime son. C'est mon point de vue. C'est pour ça que je dis, ça va être compliqué pour lui de revenir au haut niveau. Au haut niveau, je pense que ouais, des fois, il va gagner, pas souvent, il va gagner. Et je pense que ça ne va pas s'améliorer beaucoup. Et quand tu vois globalement la différence entre boxe anglaise et MMA, parce que ça, il y a un certain nombre de personnes qui posaient cette question-là, c'est vrai qu'en boxe anglaise, quand tu as une grande star qui va perdre une fois, je pense par exemple à ouais, enfin, allez, Manny Pacquiao quand il s'était fait mettre KO par Marquez, ensuite tu as ces combats qui te permettent de revenir dans le bain, les tune-up fights comme on dit en anglais, et puis ensuite tu retrouves le top 5. En MMA, il n'y a pas ça du tout. Une fois que tu as un certain statut, tu es quasi condamné à affronter des membres du top 5. Pourquoi, à ton avis, il y a cette différence-là entre l'UFC et le MMA et surtout un mec comme Conor, même si chaque fois qu'il combat, il bat des records, l'UFC va pas le faire combattre tous les 3 mois comme un Canelo Alvarez, par exemple, en boxe anglaise. Business. C'est-à-dire que la boxe anglaise a l'avance sur nous sportivement Mm. parlant, mais en termes de business, le MMA est trop en avance. En gros, ce serait du gâchis, ce serait donner du caviar à des cochons que de mettre Conan sur des mecs pas classés dans le top 15. C'est Ouais. compliqué, quoi. C'est-à-dire que, businessment parlant, euh, pour justifier les pay-per-view à 1,6, Ouais. il faut quand même y ait quelqu'un qui réponde en face. Si le Mm. mec ne répond pas, c'est abusé d'aller dépouiller les gens d'1,6 et il n'y a personne en face. Ça, c'est une chose. La deuxième des choses, c'est que par fierté, je ne vois pas Conor vouloir affronter, même ne serait-ce que le jeune homme qui vient du Bellator, comment il s'appelle? Michael Chandler. Ouais, et Mm. puis t'enchaînes là, c'est un tueur à gage. Mais je ne vois pas Conor lui donner une telle publicité en se disant, OK, le mec vient de nulle part, il a juste battu l'Australien, Haman la semaine dernière, et ça y est, je lui donne l'opportunité, c'est trop. Il va se dire, bon, je garde quand même un certain prestige pour me Mm. toucher. Enfin, il est conscient qu'il fait un cadeau et ses adversaires sont conscients. C'est-à-dire que pendant que le grand public est en train de réduire Conor à zéro, Poirier remercie Conor en mode courbette, en mode merci beaucoup. Même avant le combat, il disait à Oui. Conor, je ne suis pas fou, je sais ce que c'est que battre Conor. Si je bats Conor, je sais que je mets ma famille à l'abri, je sais que je me mets bien. Il est conscient de ce que ça lui apporte. Donc,
on sait bien qu'il a un niveau assez solide et qu'on ne peut pas redescendre comme ça. Et puis la vérité, c'est que dans le top 15, il y a des fois des mecs, il y a la moitié qui sont forts, il y a la moitié qui ne sont pas très forts. Et des fois, tu arrives dans le top 20, tu trouves des tueurs à gages cachés dans le top 20 que tu Mmh. n'aurais pas dû affronter. Donc, quand des mecs se disent, OK, enfin, pour moi, en tant que manager, j'ai pour ça que je me suis battu pour que Cyril aille toujours vers l'avant. Au Mmh. moment où il a fait quasiment 4 annulations, le matchmaking de l'UFC me proposait des mecs du top 30, du top 40, et je disais non, 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 je ne veux pas. Parce que il peut perdre avec un mec du top 50, Cyril. Ouais. Pourquoi aller prendre ces risques-là alors que tu peux tuer des mecs du top 5? Vaut mieux continuer vers l'avant et perdre vers l'avant que de perdre vers l'arrière. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Voilà un peu la philosophie que moi j'ai, de se dire qu'autant se former vers l'avant que de reculer, aller prendre des moins forts, moins cotés, et tu prends des risques parce que à l'UFC, il n'y a personne de faible. J'exagère un peu, mais l'UFC, c'est l'UFC. Quand tu y vas, il y a des tueurs à gages. Et pour peu que ce ne soit pas le bon jour pour toi, ça peut mal se passer. Tu Mmh. vois, le bon jour, ça ne veut pas dire que tu es au top sur tout. C'est une affaire de détail chez les hauts niveaux. C'est une affaire d'adaptation proprioceptionnelle. C'est très fin. Pour peu que tu ne sois pas prêt, que tu ne te retrouves pas dans l'espace et dans le temps, à temps, à la minute M, tu peux avoir des problèmes et ça peut chuter trop loin, trop loin. Alors, autant chuter avec un gros nom que de chuter avec un inconnu, en fait. Moi, c'est mon point de vue. Et voilà, et avant de parler bien évidemment du co-main event, il y a ces fameux donc low kick qui ont fait toute la différence, qui sont quand même un peu, je vais pas dire que c'est une nouvelle mode, mais c'est vrai que là on les voit de plus en plus en MMA. Pour toi, est-ce que c'est vraiment un game changer, surtout que là maintenant, avec la plateforme qu'ils ont eu avec ce main event, je pense qu'on risque de les voir un peu partout. Est-ce que pour toi c'est vraiment quelque chose qui a un peu révolutionné, on va dire, le monde du MMA? Révolutionner, non, mais c'est encore l'un des outils qui arrive. C'est ça qui est bien avec le MMA, ça ne s'arrête jamais. Tu peux penser que tu maîtrises le MMA, mais il n'y a pas une fin, il n'y a pas un nombre de katas. Et puis quand tu as vu tous les katas, et puis en taekwondo, on parle de pumse, tu as vu tous les pumse, et puis c'est bon. Non, ce n'est jamais fini. Tu continues à apprendre tout le temps parce qu'on invente, on fabrique les techniques au fur et à mesure du temps, on invente. Et celle-là, ça fait quelques événements déjà que je m'en méfie Mhm. parce que ça peut tout changer. Tu peux être un très bon kicker, tu prends un coup, low kick bas, et c'est fini, ça change tout. Ouais. C'est toujours le premier kilomètre qui te met en danger et tu as une douleur et puis tu ne peux plus poser ta jambe correctement et c'est foutu. Oui, il y a pas mal de techniques comme ça qui arrivent. Il y a pas mal qui arrivent, qui sont des fois compliquées à mettre. Donc, il y a des techniques qui arrivent souvent. Il y a bien quelqu'un qui a déjà fait une banana split ou une twister en soumission, en grappling. Mais comme c'est compliqué à mettre, on ne le remet pas souvent. Alors que le calf kick, c'est pas très compliqué, quoi. Tu dois taper comme un low kick, mais taper le plus bas possible. C'est ça. Donc, c'est à la portée de tout le monde, si tu veux. Ouais. Et donc, ça fait fureur, c'est dangereux, les mecs mettent toute l'énergie dessus et ça marche. Et ça marche, il faut croire que ça marche. Et voilà, je ne pense pas que ça révolutionne, je pense juste que dorénavant, le transfert de poids va changer. Mhm. Pour que le low kick bas marche, il faut que je transfère mon poids sur la jambe avant. C'est ça. Dorénavant, je pense que les gens qui vont boxer contre ceux qui peuvent mettre les low kicks sur la jambe avant, on va leur demander juste de transférer un peu le poids sur la jambe arrière de façon à lever la jambe pour le low kick puisse passer gentiment en dessous. Parce que si ta jambe elle est fixée au sol, tu auras mal. Hmm. Donc voilà, en tout cas, affaire à suivre pour ça. Et donc Michael Chandler, tu en parlais un peu, donc ancien champion du Bellator, qui arrivait contre Dan Hooker, c'était pas un cadeau pour lui. Finalement, il s'est imposé par KO au premier round. Est-ce que là aussi, toi, t'étais surpris ou tu l'avais vu un petit peu venir? Du tout, j'ai pas vu venir. Ouais. J'étais largué complètement. J'ai misé sur sur l'Australien. Et bah Hooker. pareil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je me suis complètement loupé sur cet événement. J'ai complètement, voilà quoi. J'ai misé tout Et sur. Ribas, t'avais misé sur Amanda Ribas ou pas? Oui, aussi. Ouais, bah pareil, bah super. Je me suis complètement planté. Voilà. Mais c'est ça qui est bien avec le MMA. Ouais, Parce que ça se joue à pas grand-chose. Parce que le crochet qu'il envoie, Chandler, c'est pas quelque chose d'académique en principe. c'est clair. C'est pas quelque chose.
Mais quand tu es grand et que tu es fuyant, c'est la seule solution d'aller allonger un crochet quand le mec est en fuite pour le cueillir, tu vois. Et bon, il le fait bien, il a la patate, il a le succès. Moi, j'appelle ça le succès. Faut pas qu'on détermine que Chandler, c'est un tueur à gages sous prétexte qu'il a couché Hooker. C'est très tôt pour parler de ça. Il a le succès. Jusque-là, il a le succès. On va voir ce que ça va donner par la suite. Mais voilà, il a eu un bon succès. On verra bien ce que ça va donner. Euh, c'est difficile quand même sa position parce que il se place en pole position alors qu'il y a personne qui le trouve légitime encore. Mhm. Mais comme on l'a mis en common event pour faire du pay-per-view, bah lui, il ne rigole pas, quoi. Il prend ça au sérieux et il est déjà en mode, les gars, je suis challenger, quoi. Je suis là aussi. Et sauf que personne ne veut lui donner l'heure, quoi. Poiré annonce la couleur en disant, moi, je ne fais pas C'est ça. de ceinture, je ne fais pas de titre avec lui. Voilà. C'est un peu normal, quoi. Les gens se disent, nous, on a galéré ici pendant longtemps. Toi, tu débarques là et tout, et ça y est, tu veux, tu vois. Donc, ouais, je pense que Net Jazz aussi a mis un message en disant, frère, fais la queue, quoi. Je suis là depuis, calme-toi 2 secondes. Et les gens qui sont en colère par rapport au combat Nate Diaz contre Dustin Poirier, éventuellement, là aussi, toi, c'est quelque chose, tu vois, parce qu'ils sont tous en mode, mais maintenant, il faut voir le sportif et pas le business. Alors que c'est vrai que pour, là, encore une fois, pour Dustin Poirier, aujourd'hui, le business commence à devenir très intéressant quand même. Oui, bah oui. C'est, je pense que le grand public a un souci avec, un problème de conflit avec l'évolution de notre sport. Notre Mhm. sport est un sport business. Et il va falloir l'accepter et vivre avec ça. Oui. On le voit tous les jours. C'est pas toujours les meilleurs qui sont à l'UFC. C'est pas toujours les meilleurs. euh, Aujourd'hui, Mhm. honnêtement, euh, un de mes élèves que j'ai eu à l'époque, Karl Amoussou, Mhm. je pense que ce mec-là, à la même place que Chandler, il aurait fait du mal à l'UFC, quoi. Je pense qu'il Mhm. avait les outils pour être à l'UFC, tu vois. Aujourd'hui, je pense que un mec comme Saladin Parnasse ou même, comment il s'appelle, Mansour? Mansou Barnaoui, c'est des mecs qui sont légitimes de ouf à l'UFC. C'est-à-dire que si on place ces gars à l'UFC tout de suite, ils vont faire du sale. Je peux me tromper, hein, mais ils vont faire du sale. Et c'est intéressant de comprendre que bah, le business, malheureusement, n'est pas toujours comme nous, on le voit. C'est le sport business aujourd'hui. Ce n'est pas exactement la personne qui est archi légitime qui passe et qui devient. Il y a plein de facteurs qui sont avec ça et il faut qu'on vive avec ça. Quand on regarde un acteur comme Poirier de Renavant, on ne doit pas le regarder juste comme sportif. Il vient de grandir et de gravir des échelons, pas Mhm. juste parce qu'il est sportif, mais parce qu'il devient businessman. Tu as vu les photos qu'il a fait juste après son combat. Tu as vu comment il met Complètement. maintenant en famille, en avant sa femme, comment il met en avant sa team, comment c'est le début de son business là. Il a capté comment ça se passe. Il va tout faire pour fructifier et pour usufruire ce qu'on lui a donné comme plateforme. Parce que la fenêtre de tir, elle est très courte. Et donc, c'est comme ça qu'il veut voir les choses. À chaque fois que tu mets un athlète quelque part, c'est ce que je dis à mes athlètes quand je parle avec un gars comme Nassoudine qui est archi fort Mhm. et qui est très respectueux, très poli et donc qui ne veut pas bousculer les codes, qui ne veut pas trop communiquer. Mais ta fenêtre de tir, mon ami, elle est de 6 jours. Ouais. Ta fenêtre de tir commence à mardi et le dimanche d'après, c'est fini. Mardi à dimanche, donc Fight Week, c'est ta fenêtre de tir pour communiquer. Tu loupes cette fenêtre de tir quand on arrive à lundi, tout a basculé. Mardi à Las Vegas, le ranking sort. Après ça, on passe à Next, c'est le prochain événement. On a oublié ceux qui ont fait l'événement d'avant. Mhm. Et aujourd'hui, on a le grand public dont on a besoin, hein, qui nous Bien aide sûr. beaucoup, qui nous supporte et tout, qui nous écoute d'ailleurs actuellement, à qui on demande de faire des likes et tout, des cloches, Exactement. des machins, enfin voilà. La totale, ils savent déjà de quoi on parle. Ces personnes-là ont encore la distanciation avec de comprendre que ce n'est pas que le côté amour du business qui va compter, c'est la réalité du business qui va compter. Enfin, moi, je peux aimer euh,
je peux aimer Connor et décider que j'aime beaucoup Connor, il faut que c'est lui qui fasse. Mais non, ça ne marche pas comme ça parce qu'il n'y a pas que le côté, il y a aussi médiatiquement, l'UFC se retrouve à discuter de remettre Connor face à un gros combat, c'est impossible. Ouais. Et que Khabib contre Connor, c'est enterré. Tu ne peux pas mettre un mec qui vient de perdre contre Poirier, Poirier qui s'est fait étrangler par Khabib, et puis donc c'est tombé à l'eau, c'est fini, enterré, parce que c'est comme ça le business. Et c'est comme ça qu'il faut prendre les choses et se dire que regardons le côté sportif, mais regardons aussi, dorénavant, formons nos élèves, formons nos Français à ce qui capte le business. Une fille comme Manon Fiorot, Ouais. il n'y a aucune différence entre Manon Fiorot et puis le top 10 de l'UFC. C'est une chose. Exactement. Ouais. La seule différence, c'est quoi? Les réseaux sociaux. La seule différence, c'est quoi? Businessment parlant, elle ne peut pas blaguer comme elle veut. Mhm. Elle ne peut pas. Une blague dans une langue que tu ne captes pas, ça ne marche pas en fait. C'est ça. Heureusement, elle trouve des fois des momentum d'être naturelle. J'écoute beaucoup ce qu'elle fait. Et il y a un moment donné, on lui dit qu'est-ce que ça fait ça, de gagner son premier combat à l'UFC. Et donc, elle n'a pas compris la question. Et elle regarde de son côté. Donc, il y a Adri Kassata, son coach et manager, qui répond en disant, qui lui répète la question. Et elle dit, bah, c'est cool. Ça, c'est la seule question et la bonne réponse qui fait rigoler tout le monde, y compris les Américains. Parce que c'est cool, dans toutes les langues, on capte, en fait, c'est cool. Et donc, ils ont rigolé en comprenant là-bas. Et c'est ce qui est dommage avec nos élèves à nous, c'est qu'aujourd'hui, Nassoudine peut avoir une discussion parce qu'il y a un traducteur, il va être plat. Il ne peut commencer à blaguer que quand il capte la notion de blague dans la langue étrangère. Et c'est tout ça qui fait. Avant, on n'avait même pas accès à l'UFC. Quand un Français combattait à l'UFC, c'était jackpot. Il sortait, après un combat, on était content. Ensuite, on a des mecs qui allaient, qui faisaient 2-3 combats, on était content. Aujourd'hui, on a des mecs qui rentrent dans le top 10. Bah, aujourd'hui, on doit passer next level. Il nous manque juste des mecs qui adaptent le media training avec l'anglais, avec un ensemble de choses pour être vendable. Et puis, on y sera. Et puis, on va squatter tous les podiums mondiaux, quoi. Voilà, bah, step by step, en tout cas, donc Manon qui est devenue la première française à s'imposer à l'UFC, donc Cocorico. Et là maintenant, donc on va parler du MMA féminin, parce que c'est vrai qu'il y a des ascensions qui sont absolument fulgurantes. Je pense notamment par exemple à Manon qui a fait quoi? 3 combats à partir de la deuxième moitié de 2020. Là aujourd'hui, elle s'est imposée au deuxième événement d'année, donc le 20 janvier, donc là, route vers le top 10 flyweight. Et il y a une pensionnaire du MMA Factory, Lyon de l'Atlas, Riz Lenzouak, qui revient à l'Octagone ce week-end, donc le 30 janvier si je ne m'abuse, ou le 31, enfin ouais, le 30 La janvier. fin du mois. Bref, La donc, fin du mois de janvier. à la fin du mois de janvier, elle revient. Mais c'est vrai que Riz Lenzouak, elle fait partie du top bantamweight mondial depuis un certain nombre d'années, mais il y a eu une absence pendant plus de 2 ans, pas pour blessure, mais c'est vrai que c'est assez compliqué en MMA féminin en fait de trouver, quand on est très bien classé mais qu'on n'est pas à l'UFC, des adversaires. Et toi, tu t'occupes de sa carrière et tu l'entraînes également. Oui. Déjà, je reviens sur Manon. Gros Oui, bravo à Manon. Elle nous a fait un truc. C'est du masterclass. ouais. J'ai même envie de dire masterpiece. Euh, les Italiens disent capolavoro. C'est du capolavoro. Elle a fait un truc de. Voilà quoi. Moi, je suis un grand fan du MMA féminin parce que l'agressivité, la violence et la technique que donnent les filles aujourd'hui, il y a très peu d'hommes qui peuvent suivre avec ça. On peut être misogyne, on peut raconter ce qu'on veut, mais quand on a le sens de l'observation, c'est quelque chose. Manon Fiorot, ce qu'elle a fait, c'est, pour dire la vérité, moi, je parle à bâton rompu, moi, je n'ai pas de problème à parler de ça, mais Manon, c'est l'un des regrets que j'ai sur le management, notamment parce que je m'entends bien avec Aldrigue, parce que j'étais en très bon pourparlers avec elle pour le management et ça s'est joué à pas grand-chose. Hmm.
et finalement, ça s'est joué à pas grand-chose, mais je suis tellement content qu'elle ait gagné. Je suis tellement content qu'elle avance pour le MMA français. J'ai ce truc-là où j'ai un pifomètre là, qui me fait sentir des choses bien. Et je sentais que cette petite, avec son combat en Afrique du Sud et tout, elle avait quelque chose de particulier, tu vois, de la Gauloise qui ne lâche rien, tu vois. Voilà quoi, tu as déjà écouté le tennis et tout, quand ça joue, ça fait hache, hache. Bah, tu as ce truc-là que tu ressens, quoi. Et, 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 euh, et j'ai retrouvé ça dans l'octogone de l'UFC et tu sais qu'elle n'est pas loin. Ouais, C'est-à-dire que c'est clair. attention, dans la karaté, il y a quelques noms qui sont assez gênantes et tout, sur les flyweight qui peuvent embêter, mais cependant, elle n'est pas loin. Elle n'est C'est pas ça. loin de ce qui s'est fait de bon. Tu vois, j'ai Ouais. vu Calderwood qui a fait quelque chose de bien aussi. Ouais. Ça peut être ouais, Calderwood de Syndicate aux États-Unis, elle est pas mal, elle est bien coachée. Oui, mais déjà en Et voyant ça, tu te dis c'est possible. Tu vois, il y a eu le combat Jessica et Calderwood. Bon, tu vois. voilà, tu vois que c'est possible. C'est-à-dire que quand tu vois le classement de Calderwood, tu vois combien de temps elle fait ça. Elle est coachée par son mari aussi, comme Aldric Mhm. et Manon, et ils s'en sortent bien. Et non, je trouve que Aldric, il a fait un boulot de ouf. C'est quoi euh, Nice Squad, c'est ça? Boxing Squad. Boxing Squad de Nice, voilà, voilà, franchement, chapeau. Grosse team, très bon boulot, rien à dire. Et donc, voilà, moi, elle m'a fait un masterpiece sur la manière de combattre, sur tout ce qu'elle a fait. Ensuite, tu as parlé de Rislaine. Ouais. Rislaine, comme on dit, le MMA se joue à des détails incroyables, en fait. Combat de l'année qu'elle nous fait en C'est 2018 à l'UFC. combat de l'année en Afrique du Sud, euh, sur l'UFC, combat que tout le monde attendait. Je peux le dire aujourd'hui de manière confortable que le matchmaking de l'UFC attendait cette victoire pour passer Risley à l'UFC. C'était quelque chose de certain. Euh, et puis ensuite, pas de souci, il patiente. Et ensuite, il y a Ares. Et ensuite, après Ares, Risley est censé passer à l'UFC. Ensuite, l'humilité vient changer le circuit de la carrière de Risley. Ouais. Boum, elle ne peut pas combattre. L'événement s'arrête juste sur son combat. Et ensuite, le désert. Et donc, on peut dire ce qu'on veut. J'ai entraîné beaucoup de gens dans ma vie. Je connais beaucoup. Il y a très peu de personnes, hommes et femmes, capables de restituer dans l'octogone ce qu'on a vu en salle. Les coachs comprendront ce que je veux dire. Vous entraînez les gens au coup de genou, au back-fist, au coup de pied retourné, au coup de à toutes les techniques possibles, au pédalo, le double coup de genou sauté. Le jour du combat, les gens arrivent, ils se posent en anglaise, ils envoient des papins, ils gagnent le combat. Parce qu'ils ont l'appréhension de donner tout. Rislane, en un combat, donne tout. Voilà une fille qui est au haut niveau en judo pendant une dizaine d'années et qui arrive, place des high kicks, des middle, des low kicks, des back fists, des coups de coude retournés. Il y a tout, des soumissions, en veux-tu, en voilà, mais il y a eu tout en soumission possible et tout. Et puis, spectaculairement, c'est juste, enfin, l'UFC a kiffé son dernier combat. Et malheureusement, ça ralentit. Et aujourd'hui, c'est la course. C'est la course parce que même si on voit une fille comme Sarah, comment elle s'appelle, McMahon, Oui, euh, complètement. celle Sarah qui est McMahon. la championne olympique de lutte, Ouais. qui est aujourd'hui, qui a combattu récemment, qui a 40 piges, Mhm. même si on sait qu'elle est capable d'être au top niveau, je pense qu'elle est classée 5e ou 4e, je ne sais plus, au top niveau à 40 piges. Elle n'est plus super jeune, elle a 33 ans, et donc du coup, il faut quand même courir, il faut aller rapidement pour voir si elle peut faire quelque chose avant de se décider de faire un gamin ou de, voilà, quoi, voilà. Donc, grosse attente avec ce week-end-là. Sans vouloir lui mettre aucune pression, j'espère qu'elle ne va pas écouter ce que je dis là. Je ne veux pas qu'elle ait une pression supplémentaire. Mais ce week-end-là est important pour nous, qu'elle ait ramassé cette victoire-là. Et d'ailleurs, elle a 3 combats bouqués dans la foulée. Au Avec cas l'Octogone? où. Avec l'organisme ou Non, deux? non, non. Elle a un combat avec Octogone et ensuite il y a un événement
très rapidement en Pologne. Ensuite, il y a un autre événement qui arrive très rapidement à Paris. Donc là, elle a 3 événements bookés sur le mois à venir. En moins de 3 semaines, elle aura 3 événements, D'accord. si tout se passe bien. Donc voilà, gros espoir dessus parce que mine de rien, dans sa catégorie à l'UFC, il y a de la place. Mhm. Il y aurait de la place pour Island dans sa manière de combattre parce qu'elle a les armes pour empêcher ces grosses lutteuses qu'on a à l'UFC et tout d'agir contre elle parce qu'on sait qu'elle a le knockout power et qu'elle est capable de coucher les filles. C'est ça. Donc, oui. Et puis, en réalité, si ça ne se passe pas, c'est pas bien grave. Mhm. On aura eu une autre lyonnaise qui aura fait un très beau chemin, on sera fiers d'elle, et puis c'est pas bien grave, quoi. Enfin, mais ça reste pour moi un fer de lance du MMA féminin français, sans oublier euh, toutes ces filles-là qui font un très bon boulot. Je pense notamment à Zara Fenn, qui, même si elle n'a pas encore eu son premier succès à l'UFC, euh, a eu le mérite d'affronter une Bah, fille qui Megan va faire. Anderson et Spencer. Donc, ouais. Enfin, quand tu affrontes Spencer, c'est pas un cadeau. Megan Anderson qui va faire le titre. Ouais. Donc voilà, je pense que le MMA français est sur la bonne voie. On a déjà justement à faire, on a des petits trucs à faire, mais on est sur la bonne voie. De manière générale, le MMA féminin, euh, C'est quoi, c'est pour toi, c'est qu'il n'y a pas assez de top fighters? Parce que je reprends le cas de Rizlen dans le sens où tu as quelqu'un qui est aux portes de l'UFC finalement. Et c'est quoi? C'est qu'il y a le risque est trop grand en fait d'affronter Rizlen dans une catégorie. C'est quoi en fait? bah, Rizena a joué de malchance. Quand Hmm. tu perds en faisant un tel niveau de combat, c'est mort. Ouais. La seule chance de sortir meilleur combat de l'année en Afrique du Sud, hommes et femmes compris, la seule chance de s'en sortir, c'est si tu as la ceinture. Du coup, tu deviens la personne qu'on chasse pour aller prendre le trône. Mais si tu perds le trône, mais pourquoi on vient te dire bonjour? Tu es Ouais. dangereuse. En plus, tu n'as même pas la ceinture. Mais pourquoi je viens de te parler? Enfin, c'est le même cas comment dire, avec Cyril. Si Cyril ne passait pas dans le top 10, mais jamais, enfin, on nous régalerait encore longtemps. Aujourd'hui, il a une place qui intéresse les gens. Aujourd'hui, le mec est septième, bah, tu as envie de le dégommer. Tu te dis, je le dégomme, je passe sixième. Là, les gens vont le chasser, les gens vont le pourchasser, pendant que lui pourchasse le troisième, le deuxième, le premier. C'est ça la règle. Et donc, Rizlen, dans son cas, elle a frôlé le Graal, et puis elle a loupé, voilà. Et ensuite, c'est galère pour lui trouver un combat. Moi, je l'ai connu avec Véronica Macedo. Véronica Macedo, ça s'est joué à ça. À l'époque, Véronica Macedo payait, comme nous on fait maintenant, on paye pour que quelqu'un affronte Rizlen. C'est-à-dire que pour Rizlen, pour lui trouver des combats, on dit à l'organisation, c'est offert, c'est gratuit, on paye pour avoir un combat. Véronica Macedo, comme on savait qu'elle avait une intelligence de combat et tout, à l'époque, moi, je n'étais pas encore son manager. J'étais le coach de la fille qu'elle affrontait. C'est comme ça que j'ai connu Véronica Macedo. Elle affrontait Valérie Domecq, qui était mon élève. Mhm. Valérie Domecq a fait une guerre sans nom avec elle en Suisse. À la suite de ça, le père de Véronica Macedo et Véronica m'ont contacté pour me dire, écoute, on n'a jamais été autant contré par un adversaire. On a vu que vous n'avez pas, même si c'était un short notice, vous avez étudié le combat. On a besoin de quelqu'un pour nous guider, pour nous entraîner, pour nous machin. Est-ce que vous êtes la personne? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? Voilà un peu comment les choses se sont faites. Et elle savait qu'il y avait la course à l'UFC. Donc, en 2 semaines, elle a fait 3 combats. En 2 semaines, elle a fait 3 combats en payant des filles, en disant à l'organisation, moi, la bourse que vous devez me donner, donnez à la fille, je viens gratuitement, je fais ce que vous voulez. Et puis voilà, c'était un peu cette course-là. Parce que tu te dis, bon, pourquoi je vais aller affronter cette fille? Elle n'a pas encore un nom, mais derrière qui tue les gens et tout, pourquoi je vais l'affronter? C'est un peu la même chose pour Houston aujourd'hui et avec un peu de chance, ça va bien se passer. Mais le niveau est effectivement très hétérogène sur le très haut niveau. Ça monte très fort et puis ça disparaît. Moi, personnellement, les gens qui ne font pas attention, y compris, j'envoie un message à mes élèves, ceux qui ne font pas attention à un MMA féminin, vous faites une grosse erreur. Parce que
observez bien. Prenez le temps d'observer avec de l'intelligence. Vous allez tellement voir des choses à apprendre. Vous n'allez pas me croire si je vous dis que la personne qui m'a fait comprendre comment coacher un striker contre un lutteur, définitivement, c'était Joanna Jędrzejewski. C'est le jour où j'ai rencontré pour la première fois Joanna Jędrzejewski, elle m'a dit « Bonjour coach, très honoré de vous connaître et tout, puisqu'elle était managée par mon ami Thiago. » Et donc, moi, je lui dis bonjour, Joanna, très heureux de te rencontrer parce que tu as révolutionné ma vie. Et elle me dit comment ça? Je lui dis attends, je vais te montrer un truc. Je lui montre l'un de mes game plans que j'avais fait à un de mes élèves à l'époque. Et c'était marqué en dessous, en conclusion, en synthèse de mon game plan, après les bons côtés, les mauvais côtés, j'avais marqué dessus. Tout ce que je te demande de faire, c'est de faire une Joanna Jędrzejewski et puis tu gagneras. Et donc, le résumé de ça, c'est quoi? Elle me dit, mais pourquoi? Enfin, elle est choquée. Elle dit, oh, mon nom, sur un game plan et tout. Oh, c'est un honneur et tout, nani, nana. Et je lui raconte l'histoire. Je lui dis, ton combat que tu as fait contre Carla Esparza, est-ce que tu sais ce qui est Carla Esparza, Guillaume? Évidemment, évidemment, c'est l'ancienne championne et qui a battu récemment, récemment Marina Rodriguez, qui a elle-même battu Amanda Ribas. Voilà. Championne olympique de lutte quand même. Exactement. Okay. Et donc, elle fait le premier titre. Première championne strawweight, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, le titre que fait Joanna, c'est contre cette fille-là. Et donc, moi, je me dis, bon, comme d'habitude, déplacement, on va recevoir la strikeuse qui va nous mettre de la pression et Joanna, elle va raser les murs. J'étais à fond avec elle puisqu'elle était managée par mon pote. Et la stratégie qu'elle avait mise en place, c'était d'avancer, de mettre la lutteuse sur la défensive, de mettre la lutteuse dos à la cage, de la harceler. C'était vraiment la technique du harcèlement. J'harcèle et je sprawl en offensive. C'était la première fois où je voyais des sprawls en coup de coude. Ça sprawlait, ça frappait pendant le sprawl. Alors qu'il n'y avait pas de moment de repli. Dès que Carla Esparza faisait un pas en arrière pour se reposer, pour reprendre son souffle, elle prenait une mitraille dans la bouche. Et dès qu'elle voulait avancer, sprawl et ça repartait, sprawl et ça repartait. Elle a passé tout son temps à raser le mur et puis fatalement, je crois que c'était au deuxième round, quand Joanna a senti qu'elle était un peu dépassée par les coups, elle lui a mis une rafale et puis l'arbitre a stoppé le combat. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé définitivement dans ma salle de changer le game et de dire à mes élèves, les élèves qui étaient des très bons stratèges à l'épaule, je parle de Arnold Quero, je parle même de Tonton, je parle de toutes ces personnes qui étaient Taylor Lapulus, qui étaient des grands strikers. Quand Taylor affronte le Brésilien en Allemagne à l'UFC, ce que je lui demande, c'est mets-lui la pression, mets le dos au mur, ne le lâche pas, que lui, il n'ait plus qu'un seul choix. Un seul choix qui s'offre à toi, c'est la lutte. Et du coup, on appelle ça lutte panique, donc shoot panique. Tu ne luttes que parce que tu veux suivre. Tu ne fais plus le choix de faire. Donc, pour bien lutter, il faut une préaction qui va te donner l'opportunité et qui va te permettre de faire l'action de l'amener au sol. Mais quand on te met sous pression et que tu es dos à la cage, tu es en dette d'oxygène, tu es en dette lactique, tu es en panique complète et tu luttes pour survivre. Et là, ta lutte n'est pas efficace parce que c'est une commande qu'on te passe. La personne qui te tabasse, te passe la commande, lutte avec moi. Et quand tu baisses la tête, tu prends un genou, tu baisses la tête, tu prends un uppercut. Et c'est cette fille-là, Joanna Jędrzejewski, qui m'a appris ce mouvement-là. Et tous les week-ends, toutes les semaines, j'apprends des choses énormes avec le MMA féminin parce que techniquement parlant, il y a une certaine finesse. Le sol, par exemple, juste au niveau du sol, est-ce que tu te rends compte que les gens sont encore en train de confondre, de se dire que je peux mettre du sparring homme à une femme et penser que ça fait pareil. En grappling, les hommes luttent et font le grappling avec la ceinture scapulaire, les épaules, les bras, la force des bras. Les femmes en grappling luttent avec la ceinture pelvienne. Elles sont beaucoup plus fortes des jambes. Elles vont être beaucoup plus fortes sur les clés de bras, sur les triangles et tout. Si vous mettez le meilleur gars de votre salle qui a le même poids que votre fille avec une fille, la fille ne se retrouve pas. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas la même chose. Autant en striking, ça peut aider, mais en grappling, on a besoin d'avoir la souplesse d'une femme. Les hommes ne sont pas assez souples pour être les bons sparring pour les femmes.
c'est tellement vaste ce que je pourrais dire sur le MMA féminin et sur le fait que le monde du business et les promoteurs ont compris que le MMA féminin, c'était du très haut niveau et que ça ramenait des pay-per-view. Ne vous y trompez pas, les gens ne viennent pas faire des quotas pour pouvoir. Non, c'est vraiment parce que le pay-per-view Ah, est c'est clair. renforcé et que c'est très spectaculaire. Et Ronda d'un autre, Rousey, par exemple. Ronda Rousey. c'est l'une des rares filles qui viennent tutoyer ces mecs-là sur les pay-per-view, tu l'as bien vu. Et au-delà de ça, c'est contrastant avec le grand public, une partie du grand public, hein, c'est pas tout le monde, une partie qui pense encore, oh, bon, on les met là juste là, parce que bon, je pense qu'il y a un manque d'observation vraiment sur l'analyse propre du MMA féminin. Eh bien, formidable, mon cher monsieur. On va aller à cette toute dernière partie du podcast, puisque là, on a parlé donc de l'UFC 257, du MMA féminin, et maintenant, c'est notre cher Russ qui va bien évidemment mettre en exergue, attention, tout ce que tu as apporté dans l'histoire de MMA et ce côté un petit peu encyclopédique. Attention, parce que c'est important. C'est important d'être complètement complet et exhaustif là-dessus. Bah, allez, c'est parti. Bah, alors, écoutez, pardon, du coup, j'ai trop l'habitude d'être avec Guillaume. Alors, cette rubrique-là est très simple. On va partir, en fait, de trucs qui nous passionnent, nous, et arriver sur le combat, parce que c'est pour ça qu'on est là, et en faisant des parallèles qui, à première vue, n'ont aucun rapport, mais qui vont nous permettre déjà d'apprendre plein de trucs sur plein de sujets, et en vérité, c'est ça qui est trop cool. Et en plus de faire des parallèles, du coup, et sur lesquels Fernand rebondira. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu de la triche parce qu'on s'est vu hier à l'entraînement avec Fernand. Et en fait, on a grosso modo un petit peu fait l'émission parce qu'on n'a pas pu s'en empêcher. Mais voilà, on va le refaire quand même en faisant semblant que c'est la première fois. Et alors, ça va être très simple. En fait, je suis passionné par les Mongols et en particulier par leur tactique de guerre. Et on va faire très simple, mais en gros, il y a une de leurs tactiques qui est le harcèlement. C'est-à-dire On en par des avait vagues. parlé là, justement. Ah merde. Mais voilà, par des vagues d'archers successifs qui sont des cavaliers, donc montés sur chevaux. Et ben en fait, ils vont rester constamment à distance des armées qui sont généralement beaucoup moins mobiles et beaucoup moins habiles à l'arc que eux ne l'étaient. Donc là, on parle des Mongols de Gengis Khan en particulier, qui étaient au XIIe et XIIIe siècle. Et en gros, tout simplement, est-ce que Fernand, tu aurais une idée, parce que moi je pensais par exemple à Max Holloway, de combattants qui ont un peu cette technique de harcèlement en se plaçant tout le temps à la bonne distance. Dès qu'il faut reculer, ils reculent. Quand il faut avancer, ils avancent. Ils ont au préalable, c'est ce que faisaient du coup les Mongols, ils avaient des éclaireurs et des espions qui allaient repérer le terrain d'abord, et une fois qu'ils avaient repéré absolument tous les endroits remarquables au niveau de la topographie, au niveau des ressources, à chercher à quel endroit, etc., donc ils ont tout mappé, et ben ils mettaient en place ces techniques de harcèlement. Moi, je pensais à Max Holloway, à des gars qui travaillent en volume comme ça et qui ont des bons avant-arrière, mais toi, tu avais aussi une autre idée et qui a changé ta manière d'entraîner tes combattants. C'est ça. C'est ça. Je viens de la raconter l'idée. Oui, il vient de la raconter. Ah merde. Je viens de la raconter l'idée. Je vais aller chercher autre chose. Une idée, en fait, qui me plaît beaucoup. Vous avez bien compris que je suis chauvin. Même si j'ai 2 nationalités françaises et camerounaises, et que ce sont mes 2 patries, je suis chauvin avec le MMA français parce que c'est là où j'exerce le plus. J'ai vu d'ailleurs, je vous encourage à aller aussi dessus, vous abonner de la même manière que je vous sollicite à vous abonner là et cliquer la cloche et mettre le commentaire. Allez partout. Donc, de la même manière, je vous encourage à aller chez nos collègues de Karaté Bushido. J'ai vu une vidéo publiée de Greg MMA qui faisait du sparring avec Saladin Parnasse. Ah ouais. Et j'ai été impressionné sur la lecture de jeu intelligente de ce petit Saladin Parnasse. Donc, franchement, encore bravo à ses coachs, Hatch, à nos Templiers, bravo, vous avez fait du bon job. C'est ce qu'il a fait en fait avec la masse. On sait que Greg, c'est un ancien combattant du Pride, monsieur très costaud, physiquement complet. Et puis de l'autre côté, on a Saladin qui sait, bon, moi je suis un lightweight, je ne vais pas aller trop m'affronter avec ce mec en lutte et en force, même si techniquement, il n'a peur de rien au sol, physiquement, ça pourrait se compliquer. Et il a fait cette technique-là. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, cliquer dessus,
harcèlement. Je vais, je pique, je ressors. Je pique, je ressors. Je fais semblant, je mets des fun, je pique, je ressors. Ensuite, quand j'ai assez piqué avec l'anglaise, je fais semblant, je passe un high kick, je sonne. Quand l'anglaise est sonnée, je prends l'angle mort, je mets le bras arrière. C'était juste un festival ce qu'il a fait. Je fais ça aussi parce que très souvent, quand on va prendre des exemples, on fait comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais prendre l'exemple sur Joanna Jędrzejczyk qui m'a impressionné et qui m'a aidé à changer ma manière d'être entraîneur en m'enseignant littéralement comment aller battre un lutteur. Et puis, d'un autre côté, toi qui vas aller chercher Max Holloway qui a fait un gros truc. Il a battu tous les records. Si vous avez déjà, enfin, ceux qui vont me reconnaître, qui assistent au combat du MMA, aux entraînements MMA Factory chez les pros, je vais donner un chiffre. Et je dis, le dernier chiffre des filles entre Weili Zhang et Joanna Jędrzejczyk, vous savez combien de coups elles ont mis sur les 5 rounds? Quasiment plus de 450 coups. Là, sur le combat de Conor et Poirier, on est à 52 coups contre 53 coups, même s'il y a 29 coups efficaces du côté de Poirier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne les exemples sur les étrangers au lieu de promouvoir le MMA français. Et c'était important pour moi de dire que sur cet exemple-là, Saladin Parnasse, il fait un travail de malade. Ce n'est pas un grand combat, hein, c'est un combat d'exhibition parce qu'ils font un entraînement et tout, mais c'est très éducatif. Éducatif pour tout le monde de se dire comment je fais pour revenir à la base de la logique interne de la boxe. Je touche sans être touché. Je harcèle sans être touché. Et ça revient pas à cette histoire de Mongols que je ne connaissais pas du tout. Je ne suis pas bon en histoire. Je n'avais jamais entendu parler des Mongols et de leur stratégie de guerre. Je sais pas où tu vas chercher ça te passionnerait, c'est sûr. Mais justement, ne va pas voir parce que sinon, tu vas y passer des heures, ça va te passionner en fait. Voilà. Bon, je vais vraiment éviter d'aller voir parce que pour le coup, j'ai besoin de temps. Si tu me mets une nouvelle passion avec ce que j'ai déjà comme passion, je ne m'en sortirai jamais. Ah non, il faut plusieurs vies là. Voilà, mais franchement, ce parallèle-là, j'aime beaucoup ça, ces histoires ces stratégies de guerre qu'on peut adapter sur la réalité du combat. Ces trucs où on va envoyer même les armes en question, de pouvoir lancer des armes qui ne sont pas, où il n'y a pas le corps qui va avec. Je donne souvent cet exemple en disant que voilà quoi, je tire, mais je reviens, je ne balance pas mon pistolet et puis je le laisse partir. Puis voilà, je tire et je reviens, je tire et je reviens. Ça fait un peu le truc de je vais piquer, je reviens. Et voilà, il y a pas mal de parallèles comme ça et j'aime beaucoup celui-là. Et ben voilà, formidable. Donc c'était la grande première de King Energy. Donc c'est un hebdomadaire, attention. Donc n'hésitez pas, bien évidemment, petit point réclame, à vous abonner et aussi parce qu'on croit beaucoup en ce concept. Monsieur Fernand Lopez n'est pas au courant, mais il est disponible sur le compte King Energy dédié sur toutes les plateformes de podcast. Attention. Donc voilà, donc vous tapez, attention, ça ne rigole pas. Donc vous tapez King Energy et c'est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, absolument. Mais t'es un monstre, je savais même pas. C'est possible, c'est possible. Et c'est quoi la fréquence alors? Comment ils peuvent s'attendre à nos interventions combien de fois par les gens peuvent s'attendre à une intervention par semaine parce que Monsieur Fernand Lopez est extrêmement pris, mais à chaque fois, il va vous dédier 1 heure de sa vie. C'est quand même exceptionnel chaque semaine. C'est quand même exceptionnel. Après, désolé aujourd'hui, vous m'avez pris de court. Vous êtes bien habillé avec des casques et tout. Moi, j'ai pas de casque. Du coup, il en aura pour le prochain. Il en aura le prochain. Il aura. Si le son est mauvais, c'est de ma faute. Ne vous inquiétez pas, je me mets un casque la prochaine fois. Et puis, en tout cas, Monsieur G, c'est bien. Et ce serait bien que la prochaine fois, vous ayez aussi plus de temps de parole parce que là, vous m'arnaquez, quoi.